on peut retrouver l'une de ses plus grandes découvertes dans tous nos foyers. Et d'ailleurs, elle traverse nos murs. Et après avoir été éclipsé pendant longtemps, catalogué au rang de savant fou, aujourd'hui on le reconnaît comme l'un des plus grands génies de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Je te propose donc maintenant d'aller nous intéresser à l'électrisant Nikola Tesla et aller explorer ce qui se cache derrière cette personnalité brillante. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je t'accueille avec grand plaisir. Je suis Nico Pen, l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Et pour commencer cette vidéo, j'aimerais t'amener à New York, à Central Park et plus précisément au Central Park de 1937. C'est l'automne. Les feuilles sont en train de tomber une à une sur chacun des arbres de cet immense parc. Les températures deviennent progressivement de plus en plus froides et la course du soleil se raccourcit jour après jour. Sur un banc un peu isolé du monde qui parcourt ce parc, on retrouve un vieil homme qui est en train de donner à manger aux pigeons. C'est un homme assez élancé, très fin, aux vêtements très modestes. C'est également un homme très routinier, qui vient tout le temps à la même heure et semble s'éprouver bien plus d'affection pour les volatiles que pour les membres de sa propre espèce. Voire même, lorsqu'il voit certains pigeons un petit peu malades, il n'hésite pas à les prendre avec lui et à les amener dans sa chambre d'hôtel pour les soigner. Ce vieil homme, à l'imaginaire débordant, est bien souvent dans ses pensées. Hélas, au retour de l'une de ses aventures quotidiennes, voilà que, sans prêter attention, il se fait renverser par un taxi. Bien que dans un sale état, il refuse d'être amené dans un hôpital et désire rentrer et se soigner lui-même dans sa chambre d'hôtel. De cet accident, il en gardera dès lors des séquelles et hélas, 5 ans plus tard, il décédera couvert de dettes. Tu l'auras compris, le triste vieillard dont je suis en train de te parler est Nikola Tesla. Un homme qui aujourd'hui est vu tel un génie. Un homme qui a donné son nom à une unité de mesure et qui a même inspiré une marque de voiture. C'est également l'homme qui a, d'une façon ou d'une autre, inspiré la mythologie que l'on peut avoir du savant fou aujourd'hui. Génie, inventeur fou, il n'a pas volé sa réputation. Cet homme qui parlait 9 langues, qui a déposé plus de 300 brevets, a été à l'origine de nombreuses innovations. Il a été même l'inventeur du courant alternatif et a aidé Edison grandement à l'élaboration du courant continu. À ce propos, bien plus tard, ils se livreront une guerre des courants. Ce n'est pas la seule invention, innovation de Nikola Tesla, il en a fait bien d'autres. Et pour la petite anecdote, entre les ondes, les signaux et les champs électriques, Nikola Tesla est né un jour d'orage. Mais il est temps maintenant de nous attarder un petit peu à ce qui nous intéresse vraiment, c'est la psychologie et la personnalité de Nikola Tesla. Alors comme tu le sais, comme on en a déjà parlé, on a 3 grands types d'intelligence, 3 grandes façons de voir le monde. L'une qui est par la porte émotionnelle, l'autre par la porte instinctive et la troisième par la porte mentale. Les 3 sont présentes à nous, seulement l'une d'entre elles est prépondérante et va même amener le profil de personnalité qui est lié à notre identité. Alors, mental, émotionnel ou instinctif? Pour Nikola Tesla, il semble clairement que la prédominance se fait du côté du mental. Alors ici, ça pourrait sembler telle une présupposition et ce n'est pas parce qu'on est face à un génie, à un inventeur, à un chercheur qu'on est forcément par une prédominance mentale. Loin s'en faut. Alors on va creuser un petit peu plus loin. Ce qui est intéressant chez Nikola Tesla, c'est qu'il avait une fascination, pour ne pas dire une obsession, sur les chiffres 3, 6, 9. Plus encore, il semblerait qu'il voyait le monde sous ces 3 chiffres
Et même, il insistait pour avoir une chambre d'hôtel qui soit un multiple de 3. Il disait même par lui-même, si seulement vous connaissiez la magnificence du 3, 6 et 9, alors vous auriez la clé de l'univers. Il ne pouvait pas s'empêcher de tout diviser par 3. Et même, pour la petite anecdote, plusieurs hommes étaient en train de l'attendre pour une réunion. Et l'un d'entre eux regarde par la fenêtre et voit Nikola Tesla passer devant la porte. Et celui-ci ne s'arrête pas et continue à faire le tour. Puis il revient une seconde fois devant la porte. Et enfin, une troisième fois. Intrigué, l'homme demande à un de ses confrères « Mais je viens de voir Nikola Tesla, pourquoi est-ce qu'il est en train de faire des tours alors qu'il pourrait simplement rentrer ?» Et à cette question, un des hommes lui répond en rigolant « Ah oui, ça c'est tout à fait normal, c'est une de ses folies. Il ne peut pas s'empêcher à chaque fois qu'il vient chez quelqu'un de faire 3 fois le tour de pâté de maison. » Effectivement, Tesla avait de multiples tocs, et tout particulièrement avec ce chiffre 3. Sans aller plus loin, clairement là on est sur un mécanisme mental nécessaire pour calmer une forme d'angoisse intérieure. Mais allons plus loin parce que là ce n'est pas suffisant. Là où son plus grand rival Edison testait sans arrêt, d'ailleurs on retrouve cette phrase d'Edison qui je crois a été partagée des milliards de fois sur les réseaux sociaux qui est « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Donc Edison, avec une approche très pragmatique, testait les choses jusqu'à que ça marche. Alors que Tesla, lui, et ça c'est intéressant, il visualisait ses inventions, il visualisait ses idées et il les faisait tourner dans sa tête afin de voir si elles fonctionnaient vraiment ou pas. Et il répétait le processus à de multiples reprises jusqu'à valider celle-ci et après faire un test. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce point ici, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais c'est juste pour appuyer encore un plus ce côté mental qui est très présent chez Tesla. Autre point très caractéristique de Tesla, c'était une soif de connaissance. Il n'arrêtait pas de lire. Et pour l'aider, il avait même la chance d'avoir une mémoire eidétique. En d'autres termes, ce que l'on appelle une mémoire photographique. Maintenant qu'on a vu l'approche mentale, on va affiner encore. Autre caractéristique de Nikola Tesla est qu'il était très secret et même il s'isolait. C'était un des rares inventeurs qui se mettait dans son coin, loin de tout le monde, pour élaborer différentes choses. Il travaillait seul et il avait une véritable distance vis-à-vis de ses contemporains. Voire même, comme on l'a vu avec le cas des pigeons, il préférait la compagnie des animaux à celui de ses confrères. Et oui, là on est sur la voie. On est donc clairement sur un type 5 énéagramme. Famille de personnalités pour laquelle la vision du monde et le monde est intrusif, il faut le comprendre pour s'en protéger. Alors pour corroborer encore plus le 5, on pourrait voir différentes choses, et tout particulièrement cette citation que j'aime beaucoup de Tesla. Être seul, c'est le secret de l'inventivité. Être seul, c'est le moment où les idées naissent. Alors je ne vais pas aller plus en détail ici sur les descriptifs du profil 5 Enneagramme. Je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite à ce sujet et qui l'expliquera plus en détail. Fun fact, je ne sais pas si tu le savais, Nikola Tesla était également passionné par les extraterrestres. Il avait même dit qu'il avait réussi à capter des signaux provenant de l'espace et provenant d'espèces venant d'un autre monde. À cette époque-là, sa réputation était un petit peu terni et ça a contribué un peu plus à le voir tel un savant fou. Pourtant, ce que les personnes de l'époque n'avaient pas vu, n'avaient pas compris, c'est que Nikola Tesla avait bel et bien capté un signal avec des prouesses techniques qui étaient juste incroyables pour l'époque. Hélas, ce n'étaient pas des signaux venant d'espèces d'un autre monde, mais une pulsation venant de l'une des lunes de Jupiter. Un exploit juste incroyable et inaccessible à cette époque-là. Et ce qui est très drôle pour aller sur le 5, c'est que j'ai également remarqué à de multiples reprises que certaines personnes qui sont un type 5 énéagramme avaient également cette fascination pour la vie venant d'un autre monde. D'ailleurs, si tu es de type 5 énéagramme ou si tu connais des personnes un type 5 énéagramme, je serais curieux de savoir si tel est le cas également. Et pour cela,
tu peux bien évidemment en faire part sur l'espace commentaire de cette vidéo, au travers duquel je lis absolument tout. Autre fun fact, Nikola Tesla croyait également que les pyramides d'Égypte étaient des transmetteurs d'énergie. Et pour cause, il avait lui-même étudié pendant longtemps la possibilité de pouvoir transférer de l'énergie par la ionosphère et également par la Terre. Autre anecdote, parmi ses 1001 expériences, il avait planté des ampoules dans le jardin d'un voisin et avait réussi à les éclairer par la conductivité de la Terre. On peut d'ailleurs voir cela au travers du film Le Prestige avec Hugh Jackman et Christian Bale, un film juste exceptionnel dont je te parlerai si ça t'intéresse également. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Et qu'est-ce qui conduit cette électricité? Nos corps, monsieur Dieu, sont tout à fait capables de conduire ainsi que de produire de l'électricité. Et de même, en parlant de cinéma, on a tous vu ces bobines avec l'électricité qui arrivait de partout et qui est inspirée également d'expériences que faisait Nikola Tesla au grand public afin d'apporter un côté merveilleux et sensationnel à ses expériences. Tout cela l'a amené à avoir le qualificatif de sorcier par la presse. Et ce n'est pas le seul fait puisqu'il aura été qualifié à de multiples reprises de personnage original, atypique, un peu fantasque. Ce qui pourrait nous donner un indice d'un profil secondaire en type 4 énéagramme. Profil très en lien avec l'intensité émotionnelle qui pourrait également nous faire penser à cette phrase de Nikola Tesla. Je pense qu'aucun frisson pouvant traverser le cœur d'un humain n'est comparable à ce que ressent un inventeur lorsqu'une création de son esprit se réalise avec succès. De telles émotions font oublier à un homme la nourriture, le sommeil, les amis, l'amour, tout. Mais bon, pour ce profil secondaire, je ferai preuve quand même de modération car on n'a pas suffisamment d'indices. Toujours est-il, il nous est rapporté chez Tesla une véritable hypersensibilité. Et quand je parle d'hypersensibilité, on pourrait le voir sur le côté émotionnel, mais là, je veux vraiment l'appuyer sur le côté sensoriel. Il pouvait entendre le son d'une mouche qui se posait sur une table, le tic-tac d'une horloge à 3 pièces de là où il était situé. De même, il disait pouvoir entendre le chuchotement d'une conversation à plus de dizaines de mètres de lui. Alors on pourrait voir tout cela comme une aubaine, mais cette sensibilité excessive peut être aussi un calvaire vis-à-vis de sons ou de sensations désagréables. D'ailleurs, celle-ci l'amènera notamment à une dépression nerveuse à un moment difficile de sa vie. Et cette sensibilité, qui peut également être un indice d'un haut potentiel, va également nous amener à un autre aspect de Nikola Tesla, qui est aussi quelque chose qu'il a vu pendant les jeunes années de sa vie comme une malédiction et qui deviendra plus tard sa plus grande force. Les enfants ont une riche imagination. Dans le cas de Nikola Tesla, hélas, cette imagination l'a mené à avoir du mal à faire la différence entre la réalité et ce qu'il pouvait visualiser. En d'autres termes, et pour être plus spécifique, il avait tendance à voir de façon très précise des choses qu'il imaginait dans sa tête, comme par exemple un éléphant sur son lit. En programmation neurolinguistique, on parle de visuel interne et externe. Le visuel externe, c'est les informations visuelles qui viennent de l'extérieur. Le visuel interne, c'est ce que je vais me représenter à l'intérieur de moi. Et c'est un peu comme si pour Nikola Tesla, son visuel interne et externe se mélangeaient sur une même réalité. Toujours est-il, par preuve de volonté et de courage, il a réussi à transformer cela. Et ça l'a amené à un point de force tel qu'il était capable de visualiser dans sa tête des machines d'une très grande complexité. Cette visualisation, il la faisait avec une précision extrême. Dès lors, et comme on l'a vu précédemment, contrairement à Edison, il voyait mentalement une structure qui pourrait être par exemple un moteur, et il arrivait à voir le mécanisme, le fonctionnement et l'activation du mécanisme à l'intérieur de son mental et pouvait valider de façon purement intellectuelle le fonctionnement de celui-ci. Ce qui fait qu'il gagnait énormément de temps et lorsqu'il passait à la réalisation technique, eh bien le delta entre son imaginaire et le réel était très faible. Alors on a toutes et tous eu
des projections, des imaginations de quelque chose que l'on voulait faire. Hélas, lorsqu'on se confrontait à la réalité, on se rendait compte que c'était pas si évident, c'était pas si facile que ça. Or, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment on pourrait s'inspirer de Nikola Tesla pour améliorer cette compétence-là. Eh bien, sache que un des grands noms de la PNL, qui est Robert Dills, s'est amusé à décrypter les stratégies de différents grands noms. Le résultat de ses recherches, on peut le retrouver au travers de livres qu'il a écrit du nom de Strategies of Genius. D'ailleurs, j'avais parlé il y a quelques années de l'une de ces stratégies-là au travers du personnage de Sherlock Holmes. Si tu n'as pas vu cette vidéo qui date de quelques années sur la stratégie de déduction de Sherlock Holmes, eh bien je t'invite plus que vivement à regarder le lien qui doit se trouver par là. Bref, revenons à Robert Dills et la stratégie de Nikola Tesla. L'idée clé, que je t'invite d'ailleurs à mettre en application une fois que tu auras vu cette vidéo, ça serait de visualiser au maximum quelque chose que tu aimerais créer. Donc ça ne va pas forcément être quelque chose de matériel comme un moteur ou autre, mais ça peut être une idée d'un projet et le voir avec le maximum de précision possible, comme le faisait Nikola Tesla, en rajoutant toujours couche après couche un petit peu plus de détails, en imaginant également le mouvement qui va se faire sur tout ce que tu auras conceptualisé. Et ça va avoir un double bénéfice. Premièrement, cela va t'aider à avoir plus de finesse, plus de précision, plus de pertinence au regard de ce projet. Et ensuite, double effet qui se coule, ça va déjà te mettre inconsciemment dans une démarche d'action. Et ça va t'aider en te confortant sur la possibilité de réaliser ce projet-là, tout en t'aidant à passer à l'action beaucoup plus facilement. On pourrait également parler de la puissance de matérialisation de cette voie-là, qui est assez conséquente, mais cela j'en ai déjà parlé il y a bien longtemps sur la formation La puissance de la pensée créatrice, que tu retrouveras dans la description de la vidéo. Dernier point que j'aimerais aborder avec toi concernant Nikola Tesla, c'est sa relation avec le monde. Comme on a pu le voir, sa fin de vie est assez tragique et il se retrouvait endetté. De même, régulièrement dans sa vie, il a été exploité et n'a pas pu tirer les bénéfices financiers de chacune de ses inventions. Pourtant, il a travaillé à chaque fois en tant qu'inventeur avec de grands investisseurs, à commencer par Edison ou JP Morgan. De là, et au regard des théories de la spirale dynamique de Claire Graves, on voit que c'est un Nikola Tesla qui évolue dans un monde purement orange. Et pour cause, il a vécu la grande majorité de sa vie dans un pays, les États-Unis, qui était en pleine révolution industrielle. Et là, clairement, on est sur le métasystème orange, qui est un métasystème lié au matérialisme, à la science et au progrès. Or, Nikola Tesla, bien qu'à un moment donné, il ait profité du confort et du faste de la haute société, ne semblait que véritablement peu intéressé par l'argent et les bénéfices matériels. Donc, au regard de ça, on sent que son métasystème principal n'est pas sur l'orange. Où se trouve-t-il alors? Pour le comprendre, il faut remonter à ses jeunes années. En effet, Nikola Tesla a été éduqué dans une famille chrétienne orthodoxe. Il a même reçu une éducation religieuse. Il fait d'ailleurs lui-même référence à la notion de valeur à de multiples reprises dans sa vie. Plus encore, et de ses propres dires, il n'avait que peu d'intérêt sur sa réputation, sur les bénéfices qu'il pouvait avoir au présent et était prêt à se sacrifier pour un bonheur, pour une réalisation future. En effet, et là on voit le lien aussi également avec le mental, il pensait que finalement sa postérité viendrait dans le monde futur, que les futures générations comprendraient ses recherches, que tout ce qu'il allait faire à l'instant présent, tous ses sacrifices auront une valorisation future. Les sociétés ne tolèrent qu'un seul changement à la fois. La première fois que j'essayais de changer le monde, on disait que j'étais un visionnaire.
La deuxième fois, on m'a très poliment conseillé de me retirer. Pour dire à quel point c'était fort, il avait même renoncé au plaisir de la chair et aux relations amoureuses, car il savait que le temps qu'il allait affecter avec ça aurait été un sacrifice vis-à-vis de sa grande cause. Et quand on voit tout ça, les valeurs, une salvation future, le sacrifice et une dynamique plus sociocentrée qu'égocentrée, on voit clairement que Nikola Tesla était sur un métasystème bleu très fort. Donc là aussi, je ne vais pas aller plus en détail ici, j'ai fait une série de vidéos sur la spirale dynamique, donc tu pourras voir les différents niveaux et mieux comprendre tout cela. Suite à ces incroyables présentations publiques totalement électrisantes à coups de décharge électrique et de bobines de Tesla, notre cher Nikola Tesla a plus tard réussi à avoir un financement qui lui a permis de construire une énorme tour très inspirée justement de sa bobine de Tesla. Il nomme cette immense structure métallique la tour Warden Clive en hommage à l'investisseur qui avait financé ses recherches. Sous couvert de perfectionner ses recherches sur les ondes radio, en fait Nikola Tesla était sur de toute autre recherche. Peu importe ce que vous avez fait avec mon argent, j'espère qu'il aura été mieux utilisé que ça, monsieur Tesla. Et ce qui est incroyable, c'est que dans les années 20, Nikola Tesla avait eu l'idée d'un appareil portatif qui pouvait recevoir par les airs différentes ondes afin de pouvoir recevoir des informations des cours boursiers ou des télégrammes. Plus de 80 ans avant sa réalisation, Nikola Tesla avait imaginé, pensé, conceptualisé ce qui plus tard donnerait le smartphone. Et c'est justement ce point que je trouve génial chez ce type de génie. C'est qu'ils n'ont pas hésité à faire preuve d'une véritable imagination. Au point que certains l'ont qualifié de fou. Mais justement, c'est parce qu'il a donné libre cours à toute sa créativité, à toute cette inventivité, à tout ce potentiel imaginatif qu'a l'enfant. Généralement, l'adulte va regarder l'enfant et va le regarder avec amusement en disant « Oh, c'est mignon, il a son monde imaginaire », mais plus tard, il va se confronter au réel. Et ce que l'on peut retrouver chez certains grands inventeurs, chez certains grands innovateurs, c'est qu'ils ont gardé ce côté imaginatif, c'est qu'ils ont gardé cette âme d'enfant, voire même ils l'ont exploité au maximum afin de dépasser le champ des possibles. Pour exemple, voici une des choses que Nikola Tesla n'hésitait pas à dire. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. Et cela n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler ce cher Isaac Newton qu'on a vu dans une précédente vidéo et son rapport avec ce qui est merveilleux et magique. Mais la clé la plus forte que j'ai envie que tu gardes ici, c'est de garder ce côté imaginatif, de garder cette magie qui est présente en chacun de nous et de la laisser s'exprimer au maximum afin de pouvoir te laisser l'opportunité de voir ta vie en grand. Voilà, on a donc fait le tour de cette analyse de personnalité. Si tu as d'autres grands noms que tu aimerais que je traite sur notre vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et bien évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube et cliquer sur la cloche si tu ne l'as pas déjà fait. Et enfin, non pour conclure, mais plutôt pour aller bien plus loin, je t'invite à regarder ici la vidéo que j'avais faite sur Isaac Newton et la magie, ou encore ici cette analyse de personnalité sur un autre personnage célèbre. À très vite. Ciao.